Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. Et dans le vif du sujet tous les mercredis matins avec Enis Moraï en ce 1er octobre 2014 avec le changement de la nouvelle grille, mais en garde dans le vif du sujet. Bonjour Enis. Quelle nouvelle grille. Franchement, j'étais épaté tout à l'heure en venant en voiture, donc j'ai écouté l'habillage, les jingles, et franchement, je suis épaté que ça change sur RTCI. Ouais, voilà, donc on remercie nos remerciements pour tout le monde pour cette nouvelle grille. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois des élections. Et dans le vif du sujet avec Enis Moraï. Et dans le vif du sujet tous les mercredis matins avec Enis Moraï en ce 1er octobre 2014 avec le du programme du parti Atakatel. Bonjour. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Bienvenue sur RTCI, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et en deuxième partie sera avec nous M. Zied Laveri, porte-parole du parti An-Nahda. Tout à fait, Afef. Donc on va commencer avec Madame Thouria Hamemi à propos du programme électoral du parti Takatel que vous avez livré au public la semaine dernière. Et avant de parler de ça, j'aimerais bien savoir quel enseignement avez-vous fait de la Troïka? Est-ce que vous avez retenu des leçons? Est-ce que vous avez élaboré un programme politique sur la base des échecs? Éventuellement, ce que vous avez fait de bien au niveau donc de la Troïka ou Évidemment, Takatel a élaboré son programme 2014 pour les élections 2014 sur la base de plusieurs référentiels et de plusieurs bilans et évaluations. Bien sûr, nos premiers référentiels, ce sont l'ADN du parti et le positionnement social-démocrate du parti qui a conduit au programme électoral 2011. Qui, je rappelle, comportait 100 points, dont 50 points sur la vision de la Constitution, que Takatel avait dans la Constitution, et 50 points sur l'ensemble des réformes structurelles et sectorielles nécessaires. La Constitution, peut-être qu'on y reviendra, mais sur la partie réforme principale, l'expérience du gouvernement a montré d'abord la réalité de la situation. Rappelez-vous que pour tous les partis, l'élaboration des programmes électoraux 2011 était basée sur des études, des diagnostics, la réalité de la situation des finances de l'État, des caisses, les vrais chiffres du pays. Oui, mais ça a engagé les partis politiques, qu'ils soient sur des diagnostics, mais ça a engagé, c'est-à-dire les fonds qui ont été avancés, c'était sur la base de diagnostics, éventuellement théoriques, vous voulez dire, mais réellement, ça a engagé les partis. Pour vous dire que l'expérience du pouvoir vous ouvre la boîte de Pandore, vous permet d'accéder au cœur de la réalité des choses et de voir également ce qui était faisable et ce qui n'était pas faisable, quelles étaient les limites. Et particulièrement par rapport aux investissements, il y avait des limites d'ordre juridique, des capacités de réalisation d'investissements dans les régions, et tout cela, une réalité de réactivité au niveau de l'administration, de suivi, une adhésion ou non-adhésion à des réformes proposées, une façon de conduire les réformes, qui a été aussi au cœur de notre bilan au sein de l'exercice de l'exercice de gouvernance, et cela nous a conduit à élaborer ce programme 2014 qui comporte 50 points, qui tient compte des capacités de réalisation d'investissements dans les régions, et tout cela, une réalité de réactivité au niveau de l'administration, de suivi, une que les lois sont encore, donc il faut mettre en application les lois, parce qu'une constitution sont des lois de mise en œuvre, ça ne vaut rien du tout finalement. Exactement, nous avons aujourd'hui une constitution qui nous appartient à tous de mettre en application, et c'est pour ça que nous avons axé notre programme sur 3 piliers principaux. Un premier pilier qui est relatif à la démocratisation des institutions de l'État, et justement à travers la mise en conformité d'un ensemble de textes par rapport à la Constitution, que ce soit au niveau des libertés, au niveau de la décentralisation. Les institutions aussi. Voilà. Donc la démocratisation par rapport à la conformité constitutionnelle d'une part, par rapport à
la gouvernance de ces institutions de l'État, et également le renforcement de la confiance des citoyens et le rétablissement de l'aura ou de la force de l'État. Ça, c'est notre premier pilier. Le prestige de l'État, vous voulez dire. Exactement. Donc, le prestige de l'État, la capacité, la relation du citoyen avec la sécurité, l'approche décentralisée qui va être une vraie révolution pour les prochaines années, qui va prendre plus qu'une mandature. Deux mots pour le programme économique. Oui, justement, donc le deuxième pilier est notre modèle de développement économique, donc un modèle de développement qui permet une croissance inclusive, qui permet un développement partagé à l'ensemble des régions, qui permet de rehausser les secteurs porteurs. Et un troisième pilier, nous reviendrons peut-être à l'intérieur de ces piliers, donc un troisième pilier qui concerne le citoyen, la vision de la société de citoyenneté, de la société de l'égalité des chances et de la société de la dignité. Et ça, ce ne sont pas des concepts creux, c'est des choses qui sont appliquées dans des mesures que nous proposons et c'est la vision vers laquelle nous voulons arriver pour avoir... Nous considérons que la Tunisie, telle que nous voulons la voir et telle que nous allons défendre, repose sur trois piliers. Il est hors de imaginer un pilier sans l'autre, imaginer un développement économique sans une bonne gouvernance, sans une décentralisation, sans une démocratie, nous avons vu où ça nous a mené. Imaginer un développement et une croissance économique sans répartition égalitaire des richesses, sans équité sociale, sans justice sociale, nous avons vu où ça a mené, c'est-à-dire l'inclusion de franges entières de la population, de régions, et n'oublions jamais ce qui a conduit à la révolution, n'oublions jamais ce qui est demandé des prochains gouvernants, et nous avons donc proposé un ensemble de mesures, de réformes reposant sur ces trois piliers-là. Thoraya Hamem, vous avez été dans la Troïka et vous savez que vous serez peut-être évalué plus sévèrement que les autres parce que vous avez exercé le pouvoir quelque part. Moi, je voudrais savoir, jusque-là, vous avez accompli combien de points relatifs donc au programme de 2011, parce que l'auditeur qui est en train de nous écouter, Arafat, peut se demander, mais écoutez, ils sont en train de nous parler peut-être d'un programme électoral. Sont-ils arrivés à concrétiser d'abord le premier alors qu'ils étaient au pouvoir? Ça, c'est très important. Voilà, allez-y. Moi, je peux vous répondre à la limite ce que j'ai envie de vous répondre. Je vais vous répondre très honnêtement, mais je trouve qu'il est aussi il y a des auditeurs qui sont en train de vous évaluer, qui sont des électeurs aussi. Du rôle des journalistes, des chroniqueurs, des analystes politiques de revenir au programme des partis politiques, pas uniquement de Takatol, de tous les partis politiques, et de voir ceux qui ont gouverné, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser ou entamer, ceux qui sont restés dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont défendu en tant que groupe parlementaire. Il y a des amendements qui sont déposés sur des projets de loi, il y a des positions qui sont assumées, et c'est tout parti politique est redevable, toute institution est redevable. Et il est important que les analystes politiques, et nous en avons beaucoup aujourd'hui, puissent présenter aux citoyens ces bilans-là. Pour Takatol, je ne parlerai pas des 50 points de la Constitution. Que vous estimez avoir accompli. Nous sommes à plus de 90%. Quand nous lisons la Constitution et que nous voyons notre vision dans le programme 2011, plusieurs points, à plus de 90%, nous sommes en conformité. Et vous savez que les divergences étaient énormes entre les différents groupes parlementaires à ce sujet. Pour la vision socio-économique, là, et à travers les ministères que nous avons détenus, les portefeuilles que nous avons détenus, sur 50 propositions, nous en avons presque une vingtaine qui a été entamée, voire réalisée. Quand Takatol, en 2011, a parlé d'un pacte social entre les principales organisations, donc le patronat, l'organisation syndicale, et qu'il a dit que le climat social, les réformes socio-économiques doivent se faire au sein de ce pacte-là, dans le cadre de ce pacte. Et que quand Takatol a présenté cela, il a été parmi, je pense, le seul, et c'est parce que c'est son ADN social-démocrate. Revenons
aux ABC de la cartographie politique dans le pays. Quand tout le monde parle de centrisme aujourd'hui, quand on est centriste, on a une identité et des principes fondateurs. Donc on a été à l'époque, et on a vu par la suite, tous les bienfaits de ce contrat social. Nous sommes arrivés plus tard, qui en 2011 pouvait parier sur un rapprochement syndicat-patronat qui a mené même un rôle très important à jouer au niveau politique, c'est-à-dire au-delà de la simple question des relations. Vous estimez que c'est votre œuvre, ça ? C'est un contrat, donc oui, c'est un contrat social. Le contrat social a été signé le 14 janvier 2013. Nada peut dire ça, CPR peut dire ça aussi, c'est peut-être pas donc l'apanage de Takat. Écoutez, ce gouvernement, nous en faisons partie, nous y avons apporté certaines choses, nous assumons d'autres choses. Le ministère des Affaires sociales, jusqu'à nouvel ordre, il a été dirigé par un ministre Takatl, et c'est aussi quelque chose qu'on peut comptabiliser sur son actif, et c'est fondamental pour nous, le démarrage de la réforme fiscale au sein du ministère des Finances. La réforme fiscale est au cœur de la justice sociale, de la relance aussi de l'investissement. Elle a été entamée de manière participative en 2013, quand Lies Farfer était aux commandes du ministère des Affaires, du ministère des Finances. Elle a regroupé 200 experts, plusieurs parties prenantes, l'ensemble des parties concernées. Il y a un document de plus de 200 pages qui est disponible sur le site du ministère des Finances depuis novembre 2013. Certaines mesures avant-gardistes ont été présentées dans la loi de finances 2014 avec la difficulté. Est-ce que certaines ont été retenues dans la loi de finances complémentaire ? Loi de finances complémentaire, oui. C'est une continuité dans la vision et la réforme continue. Nous aurions voulu la voir accélérée. Il était question de faire des assises nationales de la comptabilité, de la fiscalité, au printemps 2014. On l'attend toujours. La fameuse réforme, pour ne retenir que celle-ci, des régimes forfaitaires, dont tout le monde parle et pointe les dysfonctionnements, mais pas uniquement que ça. Elle a été déjà présentée dans la loi de finances 2014, avec un décret d'application, bien sûr, qui a été promulgué après, mais bon, je ne retiens que c'est une réforme, un début de réforme de l'enseignement, une consultation nationale sur la méthodologie de la réforme de l'enseignement initiée par le ministre de l'Éducation précédemment. D'accord. On ne peut pas donc parler à AFEF de programme sans réfléchir à la conception du Takat post-électoral. C'est-à-dire, là, le 26 octobre, on va tous aller aux urnes à AFEF et on voudrait bien savoir si vous allez réitérer éventuellement l'expérience Troïka si Ennahda arrive au pouvoir, si jamais vous allez être du côté d'une idée, si une idée arrive, est-ce que vous avez déjà planifié avec qui vous allez être en alliance post-électorale, puisque l'Assemblée des représentants du peuple, AFEF, ne verra jamais un seul parti gouverner tout seul. Oui. Et là, il y a une sorte de dichotomie, si j'ose m'exprimer ainsi, entre les partis. Où est-ce que vous vous situez par rapport à tous ces partis-là ? Écoutez, Takatl, depuis avant les élections d'octobre 2011, appelait à l'Union nationale, au gouvernement d'union nationale, partant du principe que les phases transitoires, la construction d'un nouvel État, et surtout de la démocratie, nécessitent l'adhésion de l'ensemble d'un maximum là, nous ne sommes plus dans la transition démocratique. Là, on va aller dans une situation stable. Si vous estimez qu'on a fini de construire la démocratie, on n'est pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai parlé de transition démocratique. Excusez-moi, j'ai parlé de transition démocratique. On va, Inch'Allah, achever cette transition démocratique. On va continuer à construire le pays, cette démocratie-là. Mais je voudrais savoir réellement vos alliances. Est-ce que vous avez préconisé vos alliances? Je sais que vous avez une alliance post-électorale avec le Taïr démocrate, le courant démocratique de parti de Mohamed Abou, mais est-ce que vous avez préconisé, je dirais, une architecture, une squelette de gouvernance avec des partis, et si oui, quels sont ces partis? Nos coalitions futures se feront sur la base de programmes
commun. Et ça, c'était une des principales insuffisances. C'est-à-dire programme commun. Une des principales insuffisances de l'expérience Troïka dont nous avons tiré les enseignements. Les choses se sont passées dans la très grande précipitation. Il fallait éviter le vide. Cela signifie que vous n'allez pas être avec Nahda, par exemple? Nous ne connaissons pas à ce stade le résultat des élections. Parlez de programme commun. Le gouvernement qui sera issu, Inch'Allah, du prochain Parlement du peuple se fera aura besoin d'une majorité. Plus cette majorité est large, plus ce gouvernement pourra travailler, mener ses réformes de manière cohérente et en réunissant un maximum de consensus. Est-ce qu'il y a des partis avec lesquels vous ne serez jamais en coalition? Ça sera sur la base des programmes communs. Nous trouverons nos accords sur les programmes communs. Aujourd'hui, tous les partis n'ont pas sorti leur programme. Nous ne voyons pas, la cartographie des programmes n'est pas encore claire. Si nous sommes d'accord sur ce que nous considérons être des principes fondamentaux, à savoir l'état civil, la protection des libertés, là, nous sommes plus dans une constitution. Là, nous sommes plus dans une constitution. Là, la constitution est claire. Elle garantit l'état civil. Elle garantit une certaine, donc, je dirais, différence entre le religieux et, je dirais, cet état civil. Mais là, je parle de programme commun sur le point économique. Programme commun sur quel type de plan. Moi, je voudrais savoir, est-ce que demain, vous serez dans une coalition avec des partis qui représentent, par exemple, une référence, donc, antérieure à la Révolution? Non. 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 Voilà. Les partis qui présentent, ayant collaboré, ayant un référentiel clairement non révolutionnaire, je dirais, nous ne pouvons pas nous allier avec. D'accord. Voilà. Oui, je vous laisse la dernière question, Afef. Non, moi je voulais vous poser une question parce que tout à l'heure, on a prévu de parler de ça par rapport aux élections présidentielles. Oui, avec c'est important aussi parce que Moussa Benjafr, le président donc du parti Takatol, est concerné par cette. Mais voyez-vous, dans ma méthodologie de présentation, je voulais focaliser plus sur les élections législatives parce que ce sont les plus importantes, parce que nos auditeurs et auditrices qui le savent pertinemment, étant la crème des auditeurs et des auditrices, savent très bien que les élections législatives sont les principales élections et les présidentielles, elles sont importantes certes, mais pas au point de leur donner toute cette importance. Il y a juste peut-être, je dirais, ce réflexe du patriarche, parce que nous avons été gouvernés 50 ans ou 60 ans par donc un président de la République, que cette liesse par rapport aux élections présidentielles est là. Mais le plus important, c'est les élections législatives, éventuellement. Oui, est-ce que Enis, vous voyez une différence entre les élections de 2011 et 2014? Là, on sent que certains partis politiques n'ont pas retenu la leçon de 2011 avec les listes électorales. Pour cette année, c'est 1326 listes électorales qui entrent en campagne, et pour l'année 2011, c'est 1517 listes. Donc on ne trouve, c'est presque à quelques centaines de listes près, mais est-ce qu'on va revivre encore une fois l'effritement des voix, l'éparpillement des voix? Moi, je pense pas qu'il y aurait effritement de voix, pour la simple raison qu'en 2011, c'était un peu le fait de se lancer dans l'eau sans rien savoir, qui fait quoi. Vous savez, j'ai quelqu'un qui est mon voisin qui a fait une liste, je le connais, il est très bien et tout, donc je vais m'inscrire dans cette liste et tout. Il y a eu cet effritement. Mais actuellement, les Tunisiens ont essayé les partis politiques, ont vu les partis politiques, ont vu les figures des partis politiques. Ils savent très bien que demain, s'ils vont élire des gens qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont vu parler à la télévision, qu'ils ont vu parler à la radio, qu'ils ont côtoyé éventuellement dans un marché, dans un souk, et forcément il y a peut-être cette appréciation-là subjective qui sera différente de 2011. Il y a autre chose aussi, la loi électorale a contribué, parce qu'en 2011 il y a eu cette manne financière, donc du financement public, qui a peut-être permis aux élections, aux candidatures fantaisistes de prospérer ou d'exister. Avec cette loi-là, et on aura l'occasion d'en parler pour le financement public, Madame Thorey peut confirmer ce que je suis en train de dire. Il y a eu donc cette loi électorale en fonction de laquelle le financement public n'est plus ce qu'il était en 2011. Maintenant, il va y avoir donc le fait de donner la moitié à 7 jours avant le début du scrutin, et ne donner l'autre moitié que lorsque
les résultats seront définitifs et que la liste ou le parti politique aura glané 3% des suffrages dans la circonscription. Ouais. Donc là, on va réfléchir à 2 reprises avant de, je dirais... Mais malgré ça, il y a des gens aussi qui disent « Moi, je voudrais donc participer, c'est tout à fait leur droit, mais à l'élection de laquelle le financement public n'est plus ce qu'il était en 2011. Maintenant, il va y avoir donc le fait de donner la moitié à 7 jours avant le début du scrutin et ne donner l'autre moitié que lorsque les résultats seront définitifs et que la liste ou le parti politique aura glané... Et dans le vif du sujet, reprend toujours sur RTCI, sur Radio Tunis, sur l'international. Enis, notre deuxième invité pour aujourd'hui, c'est Monsieur Zied Laberi, porte-parole du parti Ennahda et tête de liste sur la circonscription de Sousse, pour parler du programme électoral également. Bonjour Zied et bienvenue sur RTCI. Bonjour, bonjour. Zied qui est un habitué dans le vif du sujet, mais ça fait quelque temps qu'il n'est plus venu. Habitué, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas mis les pieds. mais avant cela, avant c'est pas force de t'avoir invité, hein, donc. Avant d'entamer l'interview, Enis, je voudrais annoncer à nos chers auditeurs tout à l'heure dans le cadre de l'émission C'est le Mag, restez branchés, une interview exclusivement pour RTCI vous sera accordée à partir de 11h, on va dire à partir dans le cadre de l'émission. Oui. Non, ils doivent être fidèles à RTCI, donc on va dire à partir de 9h jusqu'à midi, mais on ne va pas annoncer l'heure exacte de l'interview exclusive dans le cadre de l'émission. C'est le Mag avec notre ami Fatma Zeili. Voilà, donc on va démarrer avec Zied Laberi. Vous avez présenté votre programme électoral la semaine dernière. Un programme électoral qui a suscité quelques interrogations sur la forme, notamment des questions de plagiat par rapport donc à des spots, par rapport à une charte graphique également, par rapport à un communicateur français qui a été utilisé dans le spot. Mais ça, c'est peut-être pas le plus important, Zied Laberi, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Merci pour cette invitation. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un plagiat, mais en réalité, il y a eu une erreur dans la couverture de l'édition, qui était une édition limitée, en laquelle a été insérée par erreur une photo d'un présentateur français. Oui, voilà. Donc la question a été réparée. On s'est excusé auprès du monsieur. C'était l'agence de com qui a travaillé, enfin qui a fait la. C'est une agence américaine ? Non, tunisienne. Parce qu'on a dit aussi que vous avez fait un contrat avec une agence américaine pour l'image. Non, je reviendrai sur cet aspect-là, mais pour l'erreur a été effectivement rectifiée. C'était une édition limitée pour le lancement du programme. On s'était excusé, on a demandé à la société tunisienne de retirer cette photo qui était insérée par erreur, peut-être un peu sous la pression du temps. Pour la société américaine que vous venez d'invoquer, il s'agit d'une société de relations publiques avec laquelle notre bureau à l'étranger travaille dans le cadre de ses fonctions, je dirais, ordinaires et pratiquement qui relèvent un peu d'une mission de routine pour eux, c'est d'exposer et de présenter l'expérience démocratique tunisienne à leurs interlocuteurs étrangers et la contribution d'Ennahda à la réussite de cette expérience. Donc, ça coûtait combien, Zied Laberi ? Est-ce qu'on a le droit de savoir les chiffres que vous avez donnés à cette... Non, on n'a rien donné. Nous, c'est notre bureau à l'étranger qui, comme je l'ai dit, formé par des Tunisiens qui habitent à l'étranger, qui, dans leur activité habituelle, ils sont en train évidemment de présenter le travail du parti et l'expérience tunisienne à l'étranger. 2,5 millions de dinars quand même. Bon, écoutez, vous savez, il n'y a pas besoin de commenter ce type de chiffres, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un parti qui fonctionne avec les méthodes modernes, parce que quand vous travaillez dans un milieu international, quand vous êtes un bureau qui représente un parti
tunisien, mais que vous travaillez à Londres ou Washington, vous êtes obligé de travailler avec les outils de la place. Et donc, il y a d'autres partis tunisiens qui ont une envergure internationale, notamment le Takatol par exemple, mais qui ne peut pas se permettre ce genre d'agence. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans l'histoire du pays, il y a 2 partis qui ont utilisé ce procédé, qui sont passés par une société américaine de relations publiques. Et vous pouvez trouver ça sur le site qui a révélé justement cette information, parce que ce type d'information est public. Donc notre parti en 2014 et le parti de Stoui, de Habib Bourguiba en 1946. Donc vous imaginez qu'en 1946, avec les moyens dont Habib Bourguiba a disposé, son nom figure toujours sur le site en question, pour promouvoir la lutte nationale auprès des pays étrangers, notamment des États-Unis. Donc a eu recours à ce type de... Donc je pense que c'est pas une question de sous ou d'argent, c'est plutôt une question de travail moderne en utilisant les mécanismes... Et d'envergure internationale peut-être. Sur le fond, Ziad Larveri, vous avez présenté votre programme électoral. La question qui se pose, que vous avez tiré les enseignements de l'expérience de la Troïka, de l'expérience passée, qu'est-ce que vous préconisez pour ce programme électoral pour la prochaine étape? Ce programme électoral est un programme justement qui tire profit de cette expérience au pouvoir. Je pense que nous nous présentons aux Tunisiens aujourd'hui avec une expérience. C'est quelque chose qui nous distingue et nous différencie par rapport à un certain nombre de partis qui n'ont pas eu cette expérience. Et nous avons une expérience dans un climat démocratique. Très heureuse l'expérience, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de couacs par rapport à l'expérience de la Troïka. Donc est-ce que vous avez tiré les enseignements de ces couacs-là essentiellement? Les évaluations évidemment varient, parce qu'on n'a pas on peut porter un jugement favorable ou défavorable sur cette expérience. Je pense que chacun est libre. Il y avait du bon, mais il y avait surtout du moins bon. Surtout est libre. Vous êtes libre, comme beaucoup de nos adversaires politiques sont libres de qualifier ça comme ils le souhaitent. Je pense que les Tunisiens... Mais là, je ne suis pas un adversaire politique, je suis donc un chroniqueur et un observateur. Oui, mais il y a aussi beaucoup de succès. Son impartialité également, et ça vous le savez. Il y a beaucoup de succès dans cette expérience. Je peux vous dire que tous les indicateurs macroéconomiques, on peut les prendre un par un, que nous avons fait pendant 2 ans sont meilleurs de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui nous ont suivis. Non, par rapport à 2014 également, alors qu'on s'attendait à ce qu'en 2014, les indicateurs macroéconomiques, que ce soit en termes de croissance, d'inflation, d'investissement, le gouvernement de technocrates a pris le relais du gouvernement de la Troïka, Ziad Larveri. Oui, nous avons pris le relais d'un gouvernement qui était également technocratique et indépendant, qui a fait justement faire exploser le déficit, et qui a explosé le chômage. Nous avons fait quand même mieux que lui. Donc je pense que c'était quand même une année très difficile, 2011. Et l'année 2013 dans laquelle nous avons gouverné, c'était quand même une année extrêmement difficile et compliquée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà des jugements hâtifs et des volontés de stigmatiser un adversaire politique qu'on peut comprendre dans un climat de compétition politique, je pense que dans l'expérience de la Troïka, à laquelle nous avons activement participé, il y a quand même des choses positives. Il y a des choses extraordinaires qui ont été réalisées. Il y a évidemment des erreurs, de jeunesse, entre guillemets, des erreurs d'inexpérience, c'est normal, parce que personne n'a l'expérience du pouvoir, et même ceux qui ont l'expérience du pouvoir, ceux qui étaient issus de l'ancien régime, n'avaient pas l'expérience du pouvoir, l'expérience de gouverner dans un climat démocratique et ouvert et post-révolutionnaire, ce qui est complètement différent. Donc nous avons gouverné dans un contexte national, mais aussi régional et international particulièrement complexe, mais je pense que nous avons réussi quand même à faire des pas très positifs sur le plan politique et institutionnel, mais aussi sur le plan économique, sur le plan des réformes économiques et sociales tant attendues par les Tunisiens. Je pense qu'on va tirer aujourd'hui les leçons de cette expérience, présenter aux Tunisiens un programme animé d'une nouvelle vision, qui constitue le socle de ce programme, vision qui promeut un nouveau modèle de développement pour la Tunisie. Après, on présente 4 politiques économiques pour justement pour accélérer notre développement économique. Un certain nombre de réformes, 8 réformes exactement structurelles et structurantes
pour présenter aux Tunisiens les outils, si vous voulez, pour créer un climat favorable à l'investissement et stimulant pour l'investissement et pour le développement, après un plan de décollage économique avec 3 grands programmes pour les infrastructures, pour la transition numérique et pour l'attraction de l'investissement dans les grands projets. Après, nous avons 5 autres programmes de support des activités économiques et évidemment une nouvelle vision du rôle de l'État. Pour interagir ensemble, peut-être vous avez l'occasion de parler... Non, juste j'ai présenté un peu la vision, parce qu'il y a une articulation, une structuration de ce raisonnement, une vision des politiques, des réformes et des programmes. En 2011, vous avez présenté un programme de 365 points sur lequel beaucoup d'observateurs vous ont critiqué parce que vous n'en avez pas beaucoup accompli en termes de points. Là, vous avancez également des chiffres de l'ordre de 5% de taux de croissance, je dirais à moyen terme, et de 7%, 8% sur le long terme, c'est-à-dire vision 2018-2019, si ma mémoire est bonne, d'après mes... Entre 5 et 7. Voilà. 5 et 7. Voilà. La question qui se pose, sur quelle base vous avez fait évaluer donc cette expérience-là, surtout que lorsque vous étiez dans la Troïka, vous avez procédé à des taux de croissance que vous avez revus à la baisse par la suite. Non, jamais. Je vais vous dire que quand nous avons... Le gouvernement Jbel n'a pas revu à la baisse son taux de croissance? Le gouvernement Jbel n'a pas revu à la baisse parce que initialement dans le budget qui a été préparé par le gouvernement Sepsi, il y avait 4% de taux de croissance. Quand nous avons discuté ça à l'Assemblée nationale, parce que j'étais dans la première commission des finances qui a examiné ce projet, nous avons revu à la baisse à 3,5. Donc c'était les chiffres de l'ancien gouvernement, du gouvernement qui nous précédait. Ensuite, nous avons fait 3,5 et nous avons fait un taux de croissance de 3,6. Donc nous avons dépassé nos pronostics. Sur les 365 points, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un document d'ailleurs qui est paru qui récapitule ce qui a été fait à ce niveau-là. Et je pense qu'il ne faut pas être injuste vis-à-vis de cette expérience et de l'évaluation de cette expérience. Je m'explique. Commission des finances qui a examiné ce projet. Nous avons revu à la baisse à 3,5. Donc c'était les chiffres de l'ancien gouvernement, du gouvernement qui nous précédait. Ensuite, nous avons fait 3,5 et nous avons fait un taux de croissance de 3,6. Donc nous avons dépassé nos pronostics. Sur les 365 points, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un document d'ailleurs qui est paru qui récapitule ce qui a été fait à ce niveau-là. Et je pense qu'il ne faut pas être injuste vis-à-vis de cette expérience et de l'évaluation de cette expérience. Je m'explique. Cette commission des finances qui a examiné ce projet, nous avons revu à la baisse à 3,5. Donc c'était les chiffres de l'ancien gouvernement, du gouvernement qui nous précédait. Ensuite, nous avons fait 3,5 et nous avons fait social, quoique il y a eu quand même des choses qui ont été Même sur le plan des libertés, Ziad Larbiel, excusez-moi de vous interrompre, ça n'a pas été toujours le cas, parce que vous savez, vous qui étiez donc un président d'une commission de 9 avril, on attend toujours donc les résultats de cette commission-là. Ça touche les libertés également. Vous savez, on n'a jamais prétendu que c'est une démocratie parfaite. D'ailleurs, il n'y a aucune démocratie qui en point de vue des libertés, a je dirais une performance extraordinaire. Voilà, donc le Tunisien n'a pas un pouvoir d'achat, encore il n'est pas dans ses droits comme dans une démocratie, ça fait un peu trop, c'est ça. Moi je pense, et je ne suis pas le seul à penser, qu'il y a une volonté de noircir le tableau et de montrer aux Tunisiens qu'après la Révolution, finalement, les Tunisiens n'ont rien eu. Ce qui me semble totalement injuste et inexact, parce que les Tunisiens ont accompli beaucoup de succès dont ils doivent être fiers. Parfaite, d'ailleurs, il y a aucun plan politique, constitutionnel, institutionnel. Et ils ont investi dans une démocratie. Et c'est comme ça. Ce ne sont pas uniquement les partis politiques, Ziad Larbiel, qui ont contribué à ça. Il y avait la société civile, il y avait la civilité des gens, il y avait beaucoup de choses qui ont contribué à ce que... Si vous permettez que je puisse m'expliquer, parce que... On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions, puisque je profite de votre... posez-moi vos questions, mais c'est moi, lorsque vous m'interrompez toutes les 20 secondes, je ne peux pas développer un raisonnement. La question, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que Nahda, on est optimistes. On valorise ce qui a été fait.
On considère qu'il y a beaucoup de choses de positives qui ont été faites dans le pays et que nous avons accompli sur le plan des libertés, de la démocratie, de l'état de droit, on a fait des pas très importants. Cet investissement, en quelque sorte, est très important pour améliorer après la vie du Tunisien sur tous les niveaux, économiques, développement, la qualité de vie, le pouvoir d'achat, etc. Donc ça vient. Évidemment, il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là. Il y a des choses qui ont été faites pour appuyer les familles nécessiteuses, pour appuyer les jeunes étudiants, pour appuyer les couches les plus précaires de la société. Mais évidemment, il y a un travail à faire. Ce qui n'a pas été fait pendant 50 ou 60 ans ne peut pas être fait pendant 2 ou 3 ans. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Notre programme présente une approche. La chose telle qu'elle est pour les Tunisiens. Ma dernière question, Ziad Larveri, excusez-moi de vous interrompre parce que le temps nous presse. Les coalitions post-électorales, on en parle. Les élections législatives sont pour bientôt. Nous sommes il y a des choses qui ont été faites pour appuyer les familles nécessiteuses, pour appuyer les jeunes. Ligne droite. On parle de coalition avec Nidetoun. Étudiants, pour appuyer les couches les plus précaires de la société. Mais évidemment, il y a un travail à faire. Ce qui n'a pas été fait pendant 50 ou 60 ans ne peut pas être fait pendant 2 ou 3 ans. Donc, il faut mettre les choses en perspective extraordinaire si toutes les forces politiques puissent travailler ensemble. Donc, les coalitions, évidemment, nous, on n'exclut personne. À partir du moment où les Tunisiens vont s'exprimer le 26 octobre prochain, ils vont choisir des députés, vont choisir des groupes, des partis, des indépendants. Nous, en tant que parti, on est pour travailler avec tous ceux qui sont disposés à constituer un gouvernement d'union nationale qui peut travailler sur toutes les difficultés du pays. Avec référentiel RCDiste, Ziad Larveri, est-ce que vous pouvez avoir une coalition avec ces forces-là? Toutes les forces qui auront été choisies par les Tunisiens, librement, de manière démocratique et transparente, nous avons travaillé avec eux. Nous ne savons pas qui sont. À l'heure actuelle, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quelles sont ces forces-là. Mais à partir du moment où on a des députés... Vous êtes un parti de principe. Est-ce que les forces que vous avez combattues par le passé, est-ce que vous pouvez demain faire une coalition avec des partis à référentiel RCDiste? Notre credo aujourd'hui, c'est de faire un consensus national. Que toutes les forces qui seront choisies par les Tunisiens, qui ont obtenu des sièges par le vote démocratique, on va travailler avec eux. On ne sait pas encore. Moi, je ne sais pas si... vous ne répondez pas à la question, Ziad Larveri. Non, je réponds parfaitement à la question. Ma réponse est très claire. Tous ceux qui seront choisis par les Tunisiens, nous allons travailler avec eux. Même avec un référentiel RCDiste. Mais je ne sais pas, je ne prononce pas, je prends pas position sur des éventualités. Parce que vous avez tenu un discours. Notre credo aujourd'hui, c'est de faire un consensus national. Que toutes les forces qui seront choisies par les Tunisiens, nous sommes toujours sur la même ligne. Nous pensons que tous les Tunisiens ont le droit de travailler, de construire leur pays. À partir du moment où il y a des forces qui ont été choisies, il y a des dizaines et des dizaines de listes aujourd'hui. Vous prenez les RCDistes, mais on peut prendre plein d'autres. Mais moi, je fais confiance aux Tunisiens. Je pense que les Tunisiens sauront choisir les forces qui vont incarner le changement, le renouveau et l'avenir de la Tunisie. Donc je leur fais pleinement confiance et je travaillerai avec toutes les forces qui auront été merci beaucoup. Merci Ziad Larveri, merci. On remercie également Madame Thoraya Hamemi Bekli, vice-présidente du Conseil national et coordinatrice du programme du parti Takatul. Merci Ziad Larveri, porte-parole du parti Al-Nahda. Merci Anis, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, les interviews se poursuivent sur RTCI puisque je ne peux rien cacher aux auditeurs. Monsieur Mehdi Jema'a, le chef du gouvernement, sera l'invité de Fatma à partir de 11h et accordera à RTCI une interview exclusive. Restez branchés, c'est à partir de 11h sur RTCI dans C'est le Mag. Bonne journée et on se donne rendez-vous demain à 6h pour vous assurer le réveil malin de RTCI. Au revoir.